Le 4 quarts politique de la semaine, votre émission hebdomadaire du dimanche qui vous aide à décrypter, à analyser, à approfondir l'actualité de la semaine. Nos intervenants, Michel Taubman, politique internationale, Noémie Aliwa qui devrait nous rejoindre d'un moment à l'autre, i24 News, Alberto Toscano, la presse européenne, Catherine Duperron, Les Échos. Nous parlerons des législatives, du nouveau gouvernement, de l'affaire du Burkini, de l'Ukraine et d'Israël. Et nous commençons avec vous, Catherine Duperron, bonjour. Vous nous entendez? Vous êtes en visioconférence avec nous depuis Jérusalem. Vous êtes là? Eh ben voilà. Oui, absolument. On vous voit. Bonjour. Écoutez, je rappelle que vous êtes correspondante des Échos en Israël et vous suivez l'actualité au jour le jour pour votre journal. Comment se prépare cette journée de Jérusalem? Qu'est-ce qu'on peut en redouter et quels peuvent être les effets sur le gouvernement Bennett dont on sait qu'il vacille depuis quelque temps? Oui, en effet, il vacille depuis quelque temps. Alors la journée est une journée effectivement qui est sous le regard des médias, mais qui est surtout sous le regard de la police israélienne, des services de sécurité divers et variés. Elle est attendue comme une journée de tension, d'abord parce qu'un certain nombre, comme l'a rappelé votre journaliste tout à l'heure, un certain nombre de groupes terroristes, le Hamas, le Parti islamique, ont appelé à une mobilisation pour, entre guillemets, défendre Al-Aqsa. Donc, tout est possible. Et il faut se rappeler l'année dernière, ce même jour de la marche de Jérusalem, c'est ce jour-là que le Hamas a lancé des roquettes sur Jérusalem, ce qui était quand même la première fois. Il n'y avait pas eu de dégâts du tout, ni dégâts, ni blessés, encore moins. Mais c'était quand même une action très symbolique et qui avait ensuite déclenché la guerre de Gaza. Donc on peut tout attendre de cette journée. Des incidents ont déjà eu lieu cette nuit, ce matin, entre Palestiniens sur l'esplanade et forces de l'ordre. Après, voilà, il suffit d'un, parce que en termes quantitatifs, il n'y a pas des milliers de Palestiniens qui se sont mobilisés pour défendre Al-Aqsa. Mais simplement, il faut se rappeler que parfois, un ou deux incidents suffisent à embraser la ville ou embraser les quelques, disons, dizaines ou même peut-être centaines, mais je pense que c'est plutôt en termes de dizaines de militants qui seraient déjà installés sur l'esplanade. Est-ce qu'on peut dire que ce mouvement du Temple gagne du terrain, malgré l'opposition jusqu'à présent du grand rabbinat aux prières sur le mont du Temple? Est-ce que ce mouvement prend de l'ampleur? Bien sûr, et c'est là le problème. Je veux dire, je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y ait de juifs sur l'esplanade, mais c'est ce qui alimente chez un certain nombre de Palestiniens, que je parle pas forcément exclusivement des groupes terroristes, mais aussi dans la population lambda, le sentiment que le gouvernement israélien ou les Israéliens veulent judaïser, comme ils le disent, Jérusalem et prendre possession du mont du Temple en reniant les droits des musulmans. Alors, le gouvernement israélien est très, très clair et très, très ferme là-dessus, c'est-à-dire que le statu quo est ce qu'il est et il n'est pas question de le changer formellement, en tout cas à ce jour, ce n'est pas du tout d'actualité, mais de fait, il y a de plus en plus de juifs, généralement très pacifiquement, très discrètement, qui prient sur l'esplanade, à des heures où les musulmans ne prient pas, évidemment, mais parfois, il y a des provocations. Il ne faut pas se le cacher non plus. Et c'est surtout que de moins d'une dizaine, il y a encore quelques années, maintenant, c'est quelques centaines. Donc, c'est un mouvement qui s'étoffe, qui grossit, qui prend de l'ampleur et qui fait peur et qui, bien sûr, est instrumentalisé, comme c'est instrumentalisé dans l'autre sens. C'est-à-dire que
les militants palestiniens très actifs qui font du bazar sur l'esplanade des mosquées, Mont du Temple, c'est une minorité. Mais voilà, on sait bien que les minorités sont parfois très actives et font basculer les choses. Alors, je reviens à ma question initiale. Est-ce que c'est une épreuve de force pour le gouvernement Bennett? Oui, c'est une épreuve de force pour tout gouvernement israélien. Je dirais que je ferai un petit rappel sur l'année dernière. C'est que l'an dernier, donc, je l'ai déjà dit, ça a débouché sur la guerre à Gaza. Ça est intervenu aussi juste au moment où Benjamin Netanyahou avait tenté de former son énième gouvernement sans y parvenir. La balle était dans le camp de Naftali Bennett, Yair Lapid, etc. Et au moment où les incidents se sont produits, beaucoup ont considéré, moi comprise, je dois le dire, que cet épisode était la fin d'une possibilité de gouvernement Bennett-Lapid. L'histoire a montré que c'était l'inverse. Donc, ça peut être une épreuve de force qui achève le gouvernement Bennett, qui est extrêmement fragilisé ces derniers temps, mais ça peut aussi le renforcer. C'est-à-dire que selon la manière dont ça se passe, selon les épisodes suivants, c'est-à-dire on ne peut jamais exclure. Personnellement, j'y crois pas trop, mais bon, on se trompe tout le temps ici, donc dans les pronostics. Éventuellement, une opération de force à Gaza. On sait que souvent, quand Israël est attaqué, que ce soit au sud, au nord, peu importe, ça renforce l'unité nationale et donc ça peut aussi souder très temporairement, il ne faut pas se faire d'illusions, le pays, y compris les députés autour du gouvernement Bennett, et exclure, encore une fois, temporairement, les volontés de mettre le gouvernement dehors. Sachant que, je précise, c'est vrai que le gouvernement est très fragilisé. Le Premier ministre lui-même a perdu 2 ou 3 de ses collaborateurs ces dernières semaines. Il a perdu aussi un député, formellement. Il y en a un ou deux qui sont comme ça, oui, non, qui sont un peu chancelants. Donc, le gouvernement est très fragile. En même temps, le Likoud, pour l'instant, s'est bien gardé de présenter une loi pour dissoudre la Knesset, car il n'y a pas de majorité pour Benjamin Netanyahou, qui potentiellement pourrait être à nouveau Premier ministre. Il y a éventuellement une majorité pour dissoudre le gouvernement, pour renverser le gouvernement Bennett, mais il n'y en a pas pour installer un gouvernement Netanyahou. C'est ce que vous nous dites. Exactement. Exactement. Et donc, les lois constitutionnelles qui n'existent pas formellement, mais enfin, les lois font que si le Likoud dépose une loi pour dissoudre la Knesset et que ça ne passe pas, parce que c'est tout à fait possible que ça ne passe pas, eh bien après, ils ne peuvent plus représenter une telle loi pendant 6 mois. Donc, ils ne le feront que quand ils seront absolument certains qu'ils aient la majorité pour cette loi. Alors, encore un mot, et puis on vous libère. Le front prioritaire reste quand même pour le gouvernement israélien, y compris pour le gouvernement Bennett, le front iranien, avec lequel la tension est au plus haut, si j'ai bien compris. Oui, alors il semblerait, c'est des sources étrangères, le New York Times, enfin, il semblerait que les actions qui aient été menées en Iran la semaine dernière soient le fait contre des responsables iraniens, soit le fait du Mossad ou de quelques agents d'Israël. Mais bon, voilà, c'est pas confirmé. Les sources ont l'air quand même assez fiables. Donc on peut considérer que c'est exact. Voilà, ça fait partie de la tension constante depuis, je dirais, plusieurs années, parce que ça ne serait pas, si c'est le cas, ce ne serait pas la première opération menée par Israël en territoire iranien. C'est ça qui est important. C'est que c'est quand même pas simple.
Merci Catherine Duperron pour cette mise au point. Michel Taubman, vous êtes, il y a un article de vous très intéressant dans Politique internationale où vous parlez notamment d'une rencontre entre Benny Gantz et Mahmoud Abbas, mais vous avez fait aussi et vous suivez de très près l'actualité de l'Iran. Et ce qui se passe avec l'Iran, est-ce qu'il y a comment dire, une remontée de la tension aujourd'hui? Alors, ce qui est nouveau avec le gouvernement, le très fragile et très hétéroclite et très incroyable gouvernement israélien qui concilie les contraires, et c'est quelque chose qui est très très difficile à maintenir et qui ne se maintient, et Catherine Duperron a raison de le dire, que parce que l'opposition ne peut pas le renverser. Ce qui est nouveau, c'est quand même que ce gouvernement a réintégrer dans la politique israélienne des secteurs qui en étaient exclus depuis très longtemps, voire depuis toujours, notamment le parti de Mansour Abbas, qui représente une partie des Arabes, pas tous les Arabes, mais une partie des Arabes, et qui joue le jeu globalement de la démocratie israélienne, puisque Mansour Abbas, ce leader islamo-conservateur, parle en hébreu devant le drapeau israélien et a fait le choix de prendre comme priorité l'intégration des Arabes sociale et économique dans la société israélienne au détriment de la priorité de la cause palestinienne, même si tout ça est dans la réalité très très compliqué à maintenir. Il a obtenu 30 milliards de shekels sur 5 ans, donc une aide considérable pour lutter contre la criminalité dans le secteur arabe, pour les logements, pour les hôpitaux. Donc ce secteur-là est évidemment plus ou moins, parce que c'est compliqué, parce que l'identité palestinienne traverse aussi les Arabes d'Israël. La gauche a été réintégrée dans le jeu politique des petits partis, le Meretz, le Parti travailliste, qui par eux-mêmes se voyaient barrer toute possibilité, toute perspective de pouvoir. Donc on a un peu réconcilié une partie des Israéliens avec les institutions. Dans le même temps, la faiblesse de ce gouvernement, c'est que celui qui le dirige, c'est un gouvernement dont le pivot est le centre. C'est le maximum de députés, la majorité des députés qui soutiennent ce gouvernement proviennent du groupe de Lapid et du groupe de Gantz, donc le centre, mais qu'on a mis, pour des raisons tactiques, à la tête du gouvernement quelqu'un qui vient de la droite. Et donc, la question centrale, la question essentielle, qui n'est pas la seule préoccupation des Israéliens, mais qui revient toujours, et on le voit encore aujourd'hui, on peut la sortir par la fenêtre, elle reviendra par la porte, on va sortir par la porte, elle reviendra par la fenêtre, c'est la question palestinienne. Et on est dans une situation de blocage, c'est-à-dire qu'on est dans le nini, c'est suite aux accords d'Abraham, le projet qui était d'ailleurs celui de Bennett, de l'annexion d'une partie de la Cisjordanie, notamment de la vallée du Jourdain, et qui a failli être mis en œuvre par Netanyahou il y a 2 ans, a été bloqué par les pays arabes. C'est la condition des accords d'Abraham. Donc le projet d'annexion est impossible, et le projet des 2 États est impossible, parce qu'il n'y a pas aujourd'hui, dans la classe politique israélienne, quelqu'un qui porte ce projet. Donc on est dans une impasse. Alors la politique que mène ce gouvernement... Il y a quand même Benny Gantz. Oui, c'est ça, mais c'est une politique des petits pas. Vous parlez de cette rencontre avec Mahmoud Abbas, qui est présentée comme une rencontre technique, mais dont vous dites que c'est une rencontre éminemment politique. Oui, mais c'est une politique des petits pas. Et les politiques des petits pas, souvent, ça mécontente finalement tout le monde. Alors sur le plan économique... les Israéliens veulent faire avec les Palestiniens, faute de mieux, ce qu'ils ont fait avec les pays arabes, c'est-à-dire la paix par l'économie. Et ce qu'ils ont fait à l'intérieur même avec Mansour Abbas, c'est-à-dire la paix avec les Arabes israéliens par l'économie. Le problème, c'est que il faut un partenaire. Alors, les Palestiniens sont très divisés, on le sait. Et à chaque fois que dans cette région, il y a une amélioration, il y a quelque chose, et il y en a eu, du point de vue de la situation matérielle des Palestiniens, des permis de travail qui ont été accordés, on a ouvert aux ouvriers de Gaza, dont on a besoin, parce qu'après le Covid, il y a une crise en Israël, par exemple dans le bâtiment, on a besoin d'ouvriers du bâtiment, mais en même temps, il n'y a pas de perspective politique. Et je pense qu'il faut s'emparer de la nouvelle situation consécutive aux accords d'Abraham,
qui se caractérise par l'extinction du conflit israélo-arabe. Il n'y a plus de conflit israélo-arabe. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aujourd'hui une coalition des pays arabes qui veulent envahir Israël. Et il y a une dissociation entre les pays arabes et les Palestiniens. Et donc il faut profiter d'une certaine manière de la faiblesse des Palestiniens pour relancer un processus avec des perspectives dont Israël a la clé. Parce que c'est Israël qui est le plus fort en intégrant peut-être cette fois-ci les pays arabes. Je donne un exemple. Quand Benny Gantz a été reçu à Rabat au mois de novembre, il a été reçu avec les honneurs par le roi Mohamed VI. Je signale d'ailleurs, il y a quelques jours, dans Le Monde, un grand papier de 2 pages, de 2 pleines pages, sur ce qu'ils appellent le outing des relations entre Rabat et Jérusalem. Je vais finir là-dessus. Qui est Benny Gantz pour la majorité des Palestiniens et des Arabes? C'est un criminel de guerre qu'on veut poursuivre devant le TPI. Le roi du Maroc l'a reçu avec les honneurs et a conclu un accord militaire de très très haut niveau, comme Israël n'en avait jamais conclu avec un pays arabe. Il y a une ambassade du Maroc en Israël, une ambassade d'Israël au Maroc. Il y a un office du tourisme marocain qui vient de s'ouvrir ou qui est en train de s'ouvrir en Israël. Et le roi du Maroc, qu'est-ce qu'il a dit après avoir reçu Mahmoud Abbas? On l'a accusé de trahison côté palestinien. Il a aussitôt dit « J'en appelle, moi en tant que commandeur des croyants, à mes amis israéliens et palestiniens pour revenir à la table des négociations. » Et je crois qu'il ne faut pas se leurrer, la question palestinienne sera toujours le caillou dans la chaussure d'Abraham. Et c'est aussi ce qui empêche une réconciliation, une normalisation totale avec l'Arabie Saoudite. Alors je dis pas que c'est facile, je ne surestime pas la bonne volonté des uns et des autres, des deux côtés, mais je pense qu'il est temps, à un moment donné, de proposer une perspective globale, et en associant tout le monde, et s'ils n'en veulent pas, ils n'en veulent pas. Mais je pense qu'on ne peut plus se contenter de dire il n'y a pas de partenaire pour la paix, il n'y a pas de partenaire pour la paix, parce qu'on va continuer. Et dans un an, on parlera encore de la marche des drapeaux. C'est pas acceptable que les Juifs ne puissent pas prier au mont du Temple. C'est pas acceptable. Mais pour les Palestiniens, c'est pas acceptable non plus. Que Jérusalem-Est a été annexée. Là, donc il faut, à un moment donné, on parlera tout à l'heure de Poutine et de Zelensky. On va en parler tout de suite. On négocie même avec ses pires ennemis, mais à un moment donné, il faut ouvrir une perspective. On va en parler, sauf si vous souhaitez intervenir là-dessus. Moi, je suis séduit Alberto Toscano. Mon ami Michel Thoman, parce qu'il explique la situation au Moyen-Orient avec une clarté exemplaire. Je suis absolument d'accord avec lui, sauf sur une microscopique chose, que quand il parle de la majorité israélienne au gouvernement aujourd'hui, il oublie de citer Meretz et la gauche radicale, qui est représentée par un ex-correspondant de la presse israélienne à Paris, Nitzan Horowitz, qui est ministre de la Santé et cher ami, et qui a laissé une trace pour son activité à la presse étrangère en France. Et donc c'est pour ça que je veux le citer. Merci, Michel, pour tes explications parfaites. Alors, vous conservez le micro parce que, c'est lié tout ça, la question iranienne que nous avons évoquée tout à l'heure est liée à la question de l'Ukraine, et je voudrais qu'on dise quelques mots avec vous, notamment Alberto, sur l'Ukraine. Hier, le président Macron a parlé à Poutine, le président Zelensky s'adressera ce lundi devant les dirigeants des 27 réunis à Bruxelles. Qu'est-ce qu'il va leur demander? C'est bien compliqué parce qu'il y a un problème immédiat à ce point-là, qui est le problème alimentaire. La moitié des exportations destinées aux pays en voie de développement à travers l'ONU, et la FAO, qui est l'agence de l'ONU pour l'alimentation, vient d'Ukraine. Et tout ce blé et ces céréales sont bloqués. Et les exportations d'Ukraine de céréales par train sont absolument insuffisantes. Le port d'Odessa est bloqué. Les Ukrainiens eux-mêmes ont miné les eaux devant le port d'Odessa, en craignant évidemment une invasion russe par la mer. Et les Russes, à leur tour, évite qu'il y ait de la circulation navale par ce port. Donc, il y a un problème immédiat que l'Europe doit gérer à l'occasion de ce sommet. Malheureusement, l'Europe, aujourd'hui, n'est pas à la hauteur du défi.
Elle ne l'est pas sur le plan de la défense. Il n'y a pas une armée européenne, il n'y a pas une véritable politique européenne étrangère et de la défense. Et surtout, elle n'est pas à la hauteur à cause de ces divisions. On parle de sanctions à la Russie, mais on a du mal à se mettre d'accord pour de nouvelles sanctions. Et en même temps, on a compris que les sanctions ne sont pas la solution. La solution est politique. Et il n'y a pas aujourd'hui en Europe une autorité politique capable d'animer ce type de négociations avec tout le monde, y compris ceux qu'on considère comme des rivaux, des adversaires, voire des ennemis, c'est-à-dire les Russes, qui existent. On ne fait pas la paix avec les amis, on fait la paix avec les adversaires. Non, mais quand Zelensky accuse les Russes de génocide dans le Donbass, il a raison. Il fait de la communication et il a le droit de le faire. Mais je termine sur la question de l'autorité politique. Je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment en Europe une seule personne qui est capable d'animer cette coordination et c'est le président Emmanuel Macron. Et je crois que jamais comme à ce moment, l'Europe a regardé vers la France et vers l'Élysée en espérant qu'il y ait une initiative, une capacité de dialogue. Il y a eu hier la communication téléphonique entre Emmanuel Macron et le chancelier Scholz d'un côté et le président Poutine de l'autre. On n'est pas arrivé à des résultats concrets en tournant, mais quand même, un canal de négociation existe. À son tour, il y a 2-3 jours, le président du Conseil italien, Mario Draghi, a appelé Poutine. Un canal est ouvert. Encore faut-il savoir qu'est-ce qu'on veut. Oui, mais quand vous dites seul Emmanuel Macron pour résoudre le problème, on pensait qu'Emmanuel Macron, après les présidentielles, ferait une visite à Kiev et ce n'est pas le cas. Il paraît qu'en Ukraine aujourd'hui, il y a un verbe nouveau qui a été macroné, ça veut dire tergiversé. Ça veut dire renvoyer à la Saint-Glinglin. Je ne parle pas l'ukrainienne et c'est clair qu'aujourd'hui, il y a un tournant qui est un tournant à la fois politique mais aussi militaire. C'est un tournant de l'effet. Les Russes sont en train de gagner dans cette partie de l'Ukraine, c'est-à-dire le Donbass. Donc, est-ce qu'ils vont s'arrêter là ou il y aura un tournant dans l'autre sens, c'est-à-dire une extension de cette guerre? On ne peut pas le savoir. On peut quand même espérer. Et là, il y a un moment à saisir, un kairos à saisir, c'est-à-dire c'est le moment où on peut peut-être avoir une fenêtre de réelle négociation et pas que de démagogie et de blabla inutile. Alors, Noémie Aliwa, on va vous entendre on va parler des législatives dans un instant, mais 10 secondes rapidement, pour dire sur Oui, bien sûr. Vous parlez évidemment de la question de la sécurité alimentaire. Il y a aussi la question des hydrocarbures. C'est vrai que la France est à l'avant-pointe de toute façon dans la volonté d'imposer des sanctions économiques contre la Russie. Mais c'est important de le dire aussi, et vous l'avez esquissé, la question des dissensions entre les différents pays de l'Union européenne, parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes intérêts et ils n'ont pas tous les mêmes dépendances. On sait que l'Allemagne est très dépendante du gaz, du pétrole, et donc il y a forcément des dissensions au sein de l'Union européenne qui fait que la France n'est pas complètement libre de faire ce qu'elle voudrait. On sait que Macron, lui, depuis le départ, il est pour des sanctions beaucoup plus dures, mais l'Union européenne, c'est toute la complexité de l'affaire, c'est qu'elle est à la fois unie, mais aussi il y a des dissensions très fortes entre les différents pays, en fonction bien sûr des intérêts. Alors restez avec nous, on va parler tout à l'heure donc des législatives. On va revenir aussi sur la clôture du Festival de Cannes. On pensait que le film ukrainien Butterfly Vision aurait quelque chose, mais il n'a rien. Tout de suite, le rappel des titres avec Eva Soto. Le 4 quarts politique de la semaine, on retrouve nos intervenants Michel Taubman, Alberto Toscano, Catherine Duperron et Noémie Aliwa. Nous sommes à 2 semaines des législatives, à 2 semaines du premier tour de législatives. Le scrutin apparaît très indécis, la campagne peine à se mettre en place et on s'attend à un fort taux d'abstention. Qu'est-ce qui pourrait redonner du souffle
à la campagne. Je commence avec vous, Noémie, parce que vous avez écrit un livre sur un cas exemplaire que vous connaissez bien, celui de Sarcelles, mais vous avez suivi un peu la campagne des législatives. Écoutez, c'est assez complexe parce que justement, il n'y a pas une élection. Les législatives, c'est pas une élection, c'est 577 élections avec chacune leur particularité. Mais il me semble que l'événement vraiment de cette campagne, c'est la façon dont la gauche républicaine a été phagocytée par la gauche radicale. On parlait jusqu'à il y a encore peu de cette fameuse gauche, ces deux gauches irréconciliables, c'était la formule de Manuel Valls, et on voit que finalement, avec cette élection, eh bien, ils ont réussi quelque part à se lier, alors même qu'ils ont très peu de choses en commun finalement. C'est-à-dire que l'une est européenne, républicaine, l'autre est plutôt souverainiste, plutôt communautariste. Il y a véritablement des dissensions très fortes entre ces deux gauches et malgré tout, eh bien, elles ont trouvé une façon de s'entendre pour ces élections. C'est la première fois véritablement, il y en a eu d'autres fois dans l'histoire, mais c'est la première fois que c'est la gauche, disons, plus républicaine qui se plie à la gauche radicale. Jusqu'à présent, dans l'histoire, c'était plutôt l'inverse. Merci. Voilà, merci, c'était pour le café. Merci Eva, mais il n'y a que Noémie qui y a droit manifestement. Alors... C'est sympathique ici parce qu'il y a le café, c'est comme si on discutait à la cuisine. Et il y a des croissants. Hein. Et le 4 quarts. Le 4 quarts, écoutez, j'ai promis un jour de vous apporter le 4 quarts pour qu'on ait une vision. On l'attend. Je promets que ça sera fait. Et on donnera à cette occasion notre ami Alberto, qui est un grand gourmet, je peux me permettre cette indiscrétion. Vous donnera très exactement le menu du 4 quarts. Comment on fabrique un 4 quarts? On fera une émission gastronomique surtout plutôt qu'une émission politique pour une fois. Hein. Absolument. Michel Taubman. Michel Taubman, quoi? Quelle question? Eh bien, la même question. Qu'est-ce qui peut redonner un élan à cette campagne? Écoutez, moi je suis d'accord avec Noémie, c'est une campagne souterraine, puisqu'il n'y a pas de leader, à part Jean-Luc Mélenchon, hein, mais les deux autres leaders de la présidentielle, Marine Le Pen et le président Macron, sont en retrait. Et Elisabeth Borne vient à peine d'entrer sur la scène, donc on est dans une situation un peu bizarre. Et je crois que le génie de Jean-Luc Mélenchon, c'est d'avoir donné un sens à ces élections législatives, puisque le fait qu'on soit apathique, que les électeurs soient apathiques, etc., c'est la logique de toutes les élections législatives qui suivent une présidentielle, puisque jusqu'à présent, et même avant même qu'on ait aligné le mandat des députés après 2002 sur celui du président, sur 5 ans, ça a toujours été une élection de confirmation. Après l'élection de Mitterrand en 80, sa réélection en 88, etc., etc. Là, Jean-Luc Mélenchon, avec c'est le génie politique de cet homme-là, qui est le troisième, qui est même pas le deuxième, et qui dit, le soir du premier tour, ça ne fait que commencer, et Matignon, c'est plus important que l'Élysée, qui donne sa lecture de la Constitution, et qui finalement s'appuie sur sur deux choses importantes. D'abord, le besoin de sursaut d'union à gauche, ça c'est quelque chose de très très fort, et le besoin d'exister, et la gauche française est très traumatisée par cette succession de 21 avril où elle est absente du pouvoir, absente du deuxième tour, et puis cette volonté chez les Français d'un certain équilibre. Souvenez-vous, les périodes de cohabitation n'ont pas laissé un mauvais souvenir. La période 97-2002, même si Jospin après s'est ramassé au premier tour de l'élection présidentielle, c'était une période où il y avait un équilibre de pouvoir avec un président de la République qui avait les fonctions régaliennes et un véritable système parlementaire qui fonctionnait, le chef du gouvernement, Jospin, comme ça avait été le cas de Chirac entre 86 et 88, ou Balladur après, qui dirigeait vraiment l'exécutif. Donc, il y a, comme Jean-Luc Mélenchon parle toujours d'un trou de souris, l'hypothèse que la NUPES, toute hétéroclite qu'elle soit, arrive à l'emporter ne peut pas être exclue parce que, d'une part, on ne connaît pas le taux de participation, d'autre part, il n'y a pas de mobilisation
du côté des macronistes. Il n'y a pas de mobilisation, il n'y a pas de chef de campagne, il n'y a pas de programme, puisqu'ils disent qu'on fera après il y a un l'élection. gouvernement mis en place qui n'enthousiasme pas. Qui n'a pas l'air très convaincant. Il n'y a pas d'état de grâce. L'état de grâce dont bénéficiaient, sauf François Hollande, les présidents élus jusqu'à présent. Donc, ce fameux trou de souris, dans un système tripartite où finalement il y a 3 forces qui sont à peu près égales, on verra quel sera le taux de participation, on verra quels seront les rapports de voix au second tour, mais il n'est pas exclu qu'une partie des gens même qui ont voté Rassemblement National au premier tour se reportent sur des candidats de gauche au deuxième tour, uniquement parce que d'abord c'est pas la présidentielle, et puis qu'on a envie que ça change. Alors, je me tourne vers le fin observateur de la vie politique française, la grande voix politique du 4K, merci, Alberto Toscano. Et je trouve que dire que le génie de Mélenchon a donné un sens à ces législatives est comme dire que l'iceberg a donné un sens au Titanic. Et je crois que ces législatives ont leur sens tout d'abord dans le fait que les Français ont fait un choix au présidentiel et que maintenant doivent décider si donner ou non au président de la République les moyens pour faire sa politique. Et qu'on a besoin d'un président de la République capable de faire sa politique pour des raisons de politique intérieure, européenne, internationale. Les Français le savent et une bonne partie des Français qui ne partagent pas certains aspects de la proposition d'Emmanuel Macron, choisiront justement l'abstention pour sortir quand même de ce choix difficile à faire. Il y a une tradition depuis que le quinquennat, depuis la réforme constitutionnelle qui a donné ses effets à partir de 2002, comme quoi toujours on a eu une Assemblée nationale cohérente avec les choix du président de la République. Je crois que ça sera le cas. Et évidemment, Jean-Luc Mélenchon a eu un côté génial. Et là, je suis d'accord avec Michel, dans le sens qu'il a été capable de profiter de la défaite des autres et d'imposer une négociation qui n'a pas été collective à gauche, mais qui a été toujours bilatérale avec lui. Et c'est lui qui a distribué les cartes, quelque part, de ce jeu à gauche. Il a gagné, il a profité de l'humiliation des socialistes. Entre parenthèses, je trouve incroyable le fait que le secrétaire d'un parti socialiste, M. Olivier Faure, qui a détruit son parti, n'a pas démissionné après les résultats des présidentielles. Ça montre vraiment une sensibilité limitée aujourd'hui dans la classe politique française à certaines considérations qui sont aussi, à mon avis, de philosophie politique et peut-être aussi de morale politique. D'ailleurs, et vous avez un anagramme pour la NUPS qui devrait intéresser nos auditeurs. Non, moi je remarque, mais excusez-moi, je suis un étranger immigré et peut-être que je fais des fautes d'orthographe. Mais je crois que l'anagramme de NUPES est pneu. Et dans ce cas, j'ai la sensation que ce pneu va faire pchit d'ici quelques jours. Noémie. Dit, je suis tout à fait d'accord avec ce que Noémie disait au sujet du fait que la gauche et d'ailleurs la droite, aujourd'hui, on va vers une élection où il n'y a pas le contexte dont Michel parle de la cohabitation avec un gouvernement Jospin, parce qu'il était axé sur la gauche pragmatique, modérée, social-démocrate. Aujourd'hui, à la fois à gauche et à droite, il y a un glissement vers les extrêmes. Et il est fort compliqué, à mon avis, d'avoir une cohabitation éventuelle avec une majorité à l'Assemblée nationale dominée par M. Mélenchon et par cette gauche radicale française. Je n'ai pas dit que c'était ce que je souhaite, mais j'ai dit que ce n'est pas impossible. Ah ben, rien d'impossible en politique. Ouais, non, mais c'est vrai Noémie. que... Non, tout à fait, je prolonge ce que vous étiez en train de dire. Je suis frappée par la normalisation du parti de Mélenchon. Peut-être rappelons certains de ses
les candidats et puis tout simplement les idées de ce parti. D'abord, ils sont expressément contre la police, puisqu'ils appellent à désarmer certaines polices. Ils ont placé des candidats dieudonnistes, salafistes, qui fricotent avec l'islamisme, donc à la députation, donc ils pourraient les représenter ensuite à l'Assemblée nationale. Et puis certains cadres sont surtout obsédés par la question israélo-palestinienne d'une façon plus qu'étrange. Donc c'est ces gens-là, en fait, dont on est en train de parler, et c'est eux qui ont phagocyté la gauche dite classique, normale, républicaine. Et c'est-à-dire qu'il y a une diabolisation, on fait le castor, on appelle à faire barrage pour le parti de Marine Le Pen, et par contre le parti de Jean-Luc Mélenchon, je trouve, bénéficie d'une bienveillance qui me surprend et qui me paraît dangereuse au regard de ce que ce parti présente très ouvertement d'ailleurs aujourd'hui comme danger. Alors, il y a des nominations quand même dans ce gouvernement. Je ne parle pas évidemment de Madame, de la nouvelle Première ministre qui est bien accueillie, même s'il y en a qui se demandent quel est le besoin de la voir se présenter aux législatives alors que rien ne l'y obligeait. Mais enfin, dans ce gouvernement, il y a des nominations qui n'ont pas réussi à convaincre et qui ont fait polémique, notamment le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye. Alors, qui veut intervenir là-dessus ? Michel. Moi, je ne voulais pas intervenir là-dessus, mais bon, moi, je dirais une chose très simple, c'est que il faudra le juger sur ses actes en tant que ministre de l'Éducation nationale, donc je ne dirai rien de plus. Par contre, ce que je voulais dire par rapport à la gauche, et là, je crois qu'il y a une différence d'approche avec Noémie, avec beaucoup de gens. Le clivage historique au sein de la gauche, c'est pas le clivage entre les laïcs et les communautaristes, entre les républicains et les non-républicains, c'est le clivage entre réforme et révolution. C'est ça. Et en France... Et aussi entre Europe et oui, non, mais je parle du clivage historique. Et dans ce cadre-là, entre communisme et socialisme. Et dans ce cadre-là, se greffent toutes ces questions plus récentes et plus contemporaines. Mais le parti, la gauche social-démocrate, libérale, elle existe toujours, mais elle vote Emmanuel Macron. Plusieurs de ses membres sont au gouvernement et ils poursuivent plus ou moins la politique qui était menée sous François Hollande, sauf qu'ils se sont débarrassés du double discours. Et c'est ce double discours qui a tué le Parti socialiste, toujours à gauche, comme ce qu'on reprochait à Guy Mollet, mais ça a été le cas de Mitterrand et ça a été le cas de tous, et de Hollande. Mon ennemi, c'est la finance, et quand on vient au pouvoir, eh bien, on s'adapte finalement aux réalités. Et là, ce qui est nouveau, effectivement, c'est que le Parti socialiste, ou ce qu'il en reste, a penché du côté est tombé du côté où il a toujours penché depuis 1905, depuis Jules Guesde. Le Parti socialiste a toujours eu, en France, et c'est la particularité du mouvement ouvrier français, a toujours eu une tendance révolutionnaire très forte, et c'était le combat entre Jaurès et Jules Guesde, et même Mitterrand, quand Mitterrand a pris le Parti socialiste, c'est en disant celui qui n'est pas contre le capitalisme, celui qui n'est pas contre l'argent, celui-là ne peut pas être socialiste, et c'est ça qui a explosé de deux côtés. En fait, et aujourd'hui, c'est Mélenchon et l'héritier. Aussi paix et guerre, Jaurès meurt pour ne pas entrer en guerre et Jules Guesde devient ministre du gouvernement de la que je te dis, c'est le double discours. Le révolutionnaire est pour la guerre. C'est toujours le double discours. C'est toujours le double discours. Mais ce qui est mort aujourd'hui, c'est le Parti socialiste français tel que l'avait constitué François Mitterrand. Mais la social-démocratie, le social-libéralisme continuent d'exister dans le macronisme, même s'il ne se revendique pas comme tel, et il continue d'exister aussi parmi les dissidents socialistes. Et à la sortie du macronisme, il y aura peut-être à nouveau une gauche réformiste. Non, mais ce qui définissait la gauche, c'était bien sûr la question sociale, mais c'est aussi le rapport à Dieu. Et pardon, mais il me semble que c'est pas le Parti socialiste, mais c'est plutôt la gauche radicale qui a complètement changé de bord. Aujourd'hui, on la voit défendre des religieux, on la voit défendre le voile, on la voit se mettre du côté des gens de Dieu, alors que la gauche, y compris la gauche révolutionnaire et la gauche radicale, a toujours été contre Dieu. Elle s'est toujours opposée à toute forme de spiritualisme. En France, elle s'est d'ailleurs opposée à la Révolution et à la question de la spiritualité et de Dieu. Et on a aujourd'hui une gauche pro-religion. Et donc, il y a aussi une question anthropologique, une rupture fondamentale à ce niveau-là. Alors, il ne faut pas lire le passé à la lumière d'aujourd'hui. Non, mais il est important de voir qu'aujourd'hui, les choses ont changé. Maurice Thorez a tendu la main aux catholiques en 1936. Ils étaient capables de tous les tournants. Et c'est normal. La politique est toujours capable de tous les tournants. Eh bien,
pour Mélenchon, le problème n'existe pas parce que la République, c'est lui et Dieu, c'est lui aussi. Et Mélenchon est issu du courant le plus laïque. Mélenchon est un homme du Grand Orient de France, a toujours été laïque. Était. Alors, on va faire un tour de table sur deux affaires qui se sont fait inviter aux législatives. L'affaire du burkini qui rebondit avec Éric Piolle qui décide que ce vêtement doit être autorisé dans les piscines de Grenoble. Le président de la République parlait du séparatisme, c'est un outil de séparatisme par excellence. La justice à Grenoble a décidé de suspendre le port du burkini et Éric Piolle a fait appel. Et la deuxième affaire, c'est de nouveau en pleine campagne électorale, on a pu voir le meurtre le 17 mai dernier de René Adjadj, 89 ans, jeté du haut du 17e étage à la Duchère, un quartier de Lyon. Le parquet vient de qualifier de circonstances aggravantes le fait qu'il soit juif, mais on a eu pendant une quinzaine de jours un silence absolu. Personne n'en a parlé. Alors, qui veut évoquer ces deux affaires ? Allons-y. Alors, allons-y. Peut-être déjà la question du burkini. C'est vrai que ça paraît une question complètement subsidiaire, superficielle. Je veux dire, qu'est-ce qu'on s'en fiche que Madame Michu ait envie de mettre sa robe ou ses claquettes ou que sais-je, ou son rouge à lèvres pour aller à la piscine. Ça paraît complètement saugrenu comme question. Mais évidemment qu'en fait, c'est extrêmement symbolique. Et je vous renvoie à l'édito de Vincent Trémollet de Villers dans le Figaro il y a quelques jours, qui expliquait très bien que c'est une avancée de l'islamisme. C'est une avancée de l'islamisme qui, surtout dans un pays comme la France, je sais qu'en Israël c'est d'autres lois, mais dans un pays comme la France où la laïcité française est une exception dans le monde, mais qu'elle est enracinée dans l'histoire de ce pays, eh bien c'est une façon pour cette association Alliance citoyenne eh bien de poser ses pions, d'avancer peu à peu dans la société française avec ses propres codes, ses propres valeurs. Et vous avez bien sûr plein de gens qui vous disent regardez, moi, même avec mon petit Bermuda, je peux pas rentrer à la piscine, parce qu'il y a aussi la question d'hygiène dont on parle pas assez. Mais le burkini, c'est aussi un vêtement dont on ne sait pas, c'est un vêtement beaucoup plus large, dont on ne sait pas à quel point il est hygiénique. Mais au-delà de cette question, de l'hygiène, c'est vraiment la question de l'islamisme. C'est une façon de progresser dans la société française, de poser ses pions peu à peu dans cette volonté toujours d'hégémonie, de conquête par les choses du quotidien comme le fait d'aller à la piscine. L'affaire de M. Adjadj. Alors, pour i24 News, on a été sur place, on a été interroger les voisins, on a permis de faire avancer les choses. C'est vrai qu'on s'était confronté tout d'abord à un mur parce que personne n'avait des informations, personne ne voulait nous parler, donc nous avons dû aller à Lyon avec nos caméras pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est de voir que la justice a élargi l'enquête à la question de l'antisémitisme, alors même qu'elle l'avait totalement refusé d'enquêter là-dessus et complètement rejeté la question tout au début de l'affaire, 24 heures après le meurtre de M. Adjadj. Et ce qui me frappe aussi, c'est de voir qu'aujourd'hui, tout le monde s'en fiche finalement. Ça n'a très peu très peu d'écho. Et je me suis posé la question de savoir comment est-ce qu'il était possible aujourd'hui que finalement la question de l'antisémitisme... eh bien, j'avais l'impression que ça n'intéressait plus grand monde. Il y a deux réponses qui me sont venues à l'esprit. La première, c'est qu'il y a une telle répétition finalement des actes d'antisémites que finalement, eh bien, aujourd'hui, ça devient banal. On s'y habitue. On se souvient, il y a encore une quinzaine d'années, quand il y avait un acte antisémite en France, il y avait la France qui sortait dans la rue. Aujourd'hui, on s'y habitue. C'est parce que, en fait, c'est une forme d'habituation, parce qu'il y a une répétition des événements antisémites. Et l'autre part, je pense, c'est malheureux, mais c'est parce qu'en fait, Monsieur Rachid Kenich, qui est celui qui a jeté René Adjadj par la fenêtre, eh bien, n'a pas la figure de l'extrême droite qu'on avait l'habitude d'avoir. Et il y a toujours une résistance à dénoncer l'antisémitisme arabo-musulman, le nouvel antisémitisme, comme l'appelle Georges Bensoussan. Par contre, il y a une facilité inouïe à dénoncer l'antisémitisme d'extrême droite. On se souvient de ce magasin
de ce restaurant qui avait été tagué avec des tags d'Hitler. Là, tout de suite, ça fait les choux gras de la presse. Mais quand il s'agit de l'antisémitisme arabo-musulman, il y a une telle crainte de stigmatisation, eh bien que on prend beaucoup de pincettes. Merci Noémie. On va faire un dernier tour de table sur, je sais pas si il faut au moins signaler le palmarès du Festival de Cannes. Dans le palmarès du Festival de Cannes, la Palme d'Or à Ruben Östlund, de réalisateur suédois, pour Sans filtre, le prix du 75e anniversaire du festival aux frères Garden, le prix de la mise en scène à Claire Denis. Je ne sais pas si vous avez regardé tel que je vous connais, Alberto vous avez rien pour Alberto préféré Toscano. regarder. Vous avez regardé le match, évidemment. Liverpool, Real de Madrid. Je regardais le match. Il n'y avait pas de compétition avec le festival parce qu'au moment du match, j'avais déjà regardé la cérémonie de Cannes. Donc, vous ne devez pas dire ça comme si j'étais seulement un maniaque du football et pas du cinéma. Je regarde aussi volontiers le cinéma. Mais ceci dit, le match a été, sur le plan sportif, passionnant, même s'ils n'ont pas joué un football extraordinaire. Supériorité du Liverpool, victoire du Real. Et sincèrement, je suis content que le Real a gagné. Excuse-moi si je dis une chose parfaitement personnelle. Mais il y a l'autre volet. Toujours plus, la plus perfide Albion. La perfide, mais surtout après le Brexit. Alors, attendez, il nous reste 2 minutes, donc j'en profite pour vous demander votre coup de cœur ou votre coup de griffe. Je reste sur le sport. Aujourd'hui, c'est la fin du Tour d'Italie. Quand je pense au Tour d'Italie, il m'est impossible à ne pas penser à cette personne qui était Gino Bartali, qui a gagné 3 fois le Tour d'Italie, 2 fois le Tour de France. Et auquel vous avez consacré un très joli livre. Et qui a été si important dans la résistance italienne pour sauver des centaines et des centaines de juifs italiens et étrangers en Italie. Noémie Aliwa. Oui, alors c'est pas ni un coup de gueule, ni un coup de griffe, c'est juste un petit trait d'humour qui m'a fait bien rire. C'est qu'à l'occasion de cette Ligue des Champions, il y avait un petit peu toutes les télés du monde qui étaient ici à Paris. Et on a pu voir sur une télé espagnole il y a quelques jours un moment assez drôle, c'est-à-dire que le journaliste était en train de filmer la Notre-Dame de Paris pour parler donc de cette ville lumière. Et puis tout d'un coup, il a été interrompu par un rat qui est sorti de nulle part. Et donc le journaliste s'est mis à hurler et la caméra s'est mise à suivre le rat. Et donc vous aviez les gens en plateau en Espagne qui étaient complètement choqués de voir ça. Et donc voilà, c'est assez drôle. Malheureusement, ville lumière, mais ville de rats aussi. 10 secondes. Quand on parle du Giro d'Italie, on me touche au cœur, puisque moi aussi je suis un fan de cyclisme. Mais je pense, mon coup de cœur, c'est pour une personne qui a été contemporaine de Gino Bartali et qui a 96 ans aujourd'hui et qui fête son 70e anniversaire dans le même boulot. Elle a un CDI de 70 ans, la Queen Elizabeth, la reine d'Angleterre, qui est le dernier acteur encore en vie de la Seconde Guerre mondiale. Et quand elle disparaîtra, ça nous fera quelque chose, parce que je crois qu'il faut rappeler, quand on parle de Zelensky, aujourd'hui seul sous les bombes, la reine d'Angleterre, Churchill, la famille d'Angleterre a mené seule le combat contre le totalitarisme à l'époque où la Russie était encore alliée de l'Allemagne en 1940. Et ils ont sauvé la civilisation. Et moi, je recommande le livre de votre belle-fille, mon cher Michel, qui a été recueilli sur la maladie dite de Charcot, recueilli par Sarah Gaudron qui sera l'invitée de Pont-Neuf. Splendide, bouleversant. C'était le 4 quarts politique avec Michel Taubman, Noémie Aliwa, Alberto Toscano et Catherine Duperron. Bon dimanche à tous.